Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le PPACI, le Parti des peuples africains, a 3 ans aujourd'hui. Nous reviendrons donc au cours de cette émission sur le contexte de sa création, de son assise dans le marigot politique ivoirien et surtout de la non-présence de son président sur la liste électorale. Nous évoquerons surtout les confidences faites au journaliste Alain Foka, confidence du président Laurent Gbagbo au journaliste Alain Foka lors d'une interview publiée hier. Merci en tout cas d'être avec nous comme tous les soirs. Le Grand Talk démarre maintenant. Merci d'être avec nous comme tous les soirs. Nous sommes là pour éplucher l'actualité sociopolitique ivoirienne et internationale. Ce soir, c'est Fabrice Lago, connu sous le nom de Steve Biko, qui nous accompagne. Il est secrétaire national technique en charge du marketing politique au PPACI. Il sera avec nous pour la première partie de ce temps d'antenne. Herman Aboua également nous accompagne. Herman, bonsoir. Élisée, bonsoir. Bonsoir. Marius, bonsoir. Bonsoir Christelle, Daouda. bonsoir à tous Bonsoir et à toutes. Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Monsieur Lago Fabrice, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Nous sommes heureuses de recevoir le PPACI après quand même 2 ans d'absence sur ce plateau. Merci. En effet, Alors, nous sommes contents d'être de retour. merci beaucoup. Alors, parlons, vous avez 3 ans aujourd'hui, votre parti politique a 3 ans aujourd'hui. Essayons de revenir un peu sur le contexte de sa création. On sait bien que ça a été fondé en 2021 dans le sillage du retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Que devons-nous savoir de plus? Effectivement, le président Laurent Gbagbo, après un procès qui lui a été intenté devant la Cour pénale internationale par le régime Ouattara, a été acquitté, donc innocenté de toutes les allégations portées contre lui. Son retour en Côte d'Ivoire s'est fait dans la faveur populaire et il était de son devoir de créer une machine politique dans laquelle ses militants et ses sympathisants pouvaient se reconnaître pour continuer la lutte qu'il a entamée depuis plusieurs années. Parce qu'il y avait challenge déjà au niveau du FPI. Il a vu que le FPI avait été parasité, donc il fallait créer une autre machine politique pour continuer le combat, ce que nous avons fait ce jour-là. Et nous sommes très heureux de voir que le bébé politique qui a été porté sur les fonds baptismaux aujourd'hui 3 ans et qu'il continue, il perpétue le combat. Alors, pourquoi principalement ce non-parti des peuples africains? Madame, vous savez, le président Laurent Gbagbo a quitté le pouvoir dans les conditions que nous connaissons. Et il faut tirer des leçons des crises que nous connaissons. Et la crise que nous avons vécue en Côte d'Ivoire, nous avons estimé que certains pays africains n'ont pas assez compris le combat que nous menions aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et on peut le constater aujourd'hui dans la sous-région où les slogans du président Laurent Gbagbo sont repris à satiété. Donc nous avons estimé qu'aucun pays africain en l'état actuel n'est assez fort pour se libérer du joug du néocolonialisme. Il est donc important que les peuples africains se mettent ensemble pour envisager les défis à venir qui sont liés notamment au développement, mais aussi à la souveraineté, qu'elle soit monétaire, militaire ou économique. Donc c'est un espoir, comme l'a été le RDA il y a quelques années auparavant, où des pères fondateurs de nos nations aujourd'hui se sont mis ensemble pour mener le combat. Donc le président Laurent Gbagbo lui-même l'a dit, il perpétue le combat de ses dévanciers. Donc le PPACI entend parler non seulement à la Côte d'Ivoire, mais aussi à tous ces peuples africains, à toute cette jeunesse africaine qui est en lutte partout. Avant de donner la parole à Élisée Boloubeu, dernière question. Dans combien de pays êtes-vous représenté, justement, si on part dans la ligne droite de ce que vous venez de dire? Il faut comprendre déjà la structuration du parti. Au niveau du PPACI, en Côte d'Ivoire, à l'étranger, nous avons des représentations. Et le PPACI a aujourd'hui une représentation dans pratiquement tous les pays en Afrique et en Europe. En Côte d'Ivoire, nous avons des fédérations, c'est-à-dire des comités de base et ensuite des fédérations. Il faut retenir que nous sommes un parti qui a un fonctionnement purement démocratique. Contrairement à d'autres partis, chez nous, les fédéraux, ils sont nommés. Donc, ils sont élus. Ils sont élus par les militants. Donc, à ce jour, sur 320 fédérations que nous pouvons envisager, il y a 206 fédérations où des élections se sont déjà déroulées, où les fédéraux sont élus. Nous sommes présents dans 26 régions sur 33. Officiellement, j'entends, dans les autres régions, il y a des fédéraux intérimaires, mais ils n'ont pas encore été élus. Donc, pour revenir sur ces chiffres, nous sommes présents dans nous avons 206 fédérations sur 320 que nous envisageons en Côte d'Ivoire. Et nous avons 206 donc, fédéraux qui sont déjà élus. Et nous sommes présents dans 26 régions sur les 33 que compte notre pays. Très bien. Élisée Boloubeu, question. OK. Tout à l'heure, dans vos propos, M. Lago, vous avez dit que
le président Laurent Gbagbo a estimé qu'il fallait créer un nouveau parti parce qu'il a constaté que le FPI avait été parasité, un mot que je trouve assez fort. Vous me direz, je voudrais savoir, quand vous dites parasité, de quoi est-ce que vous voulez parler? Déjà, la première question. La seconde, c'est de savoir le PPACI aujourd'hui, en dehors de ne pas avoir la dénomination FPI, qu'est-ce qui fondamentalement change au sein du PPACI qu'on ne retrouvait pas certainement au FPI? D'abord, la première chose, c'est un constat. Je ne veux pas m'appesantir sur la crise qui a secoué le FPI parce qu'on y perdrait toute la soirée. Mais quand je parle de parasité, il faut regarder les faits actuels. Le FPI, il y a une tentative encore de parasite qui est en cours, qui tente d'atteindre Pascal Affi-N'Guessan. Donc, quand le président Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir, il faut se rappeler qu'il y a des chefs d'État, le chef de l'État et ses partisans ont promis de faire disparaître le FPI. Quand on parle du FPI, il ne faut pas voir seulement le sigle, il faut voir un appareil de lutte. Ils ont promis de faire disparaître le parti et tous ces cadres se sont retrouvés en exil, certains sont restés. Et au moment où les Ivoiriens attendaient que ce parti poursuive le combat qui a été brutalement interrompu en avril 2011, vous avez vu des voix discordantes s'élever qui ont pris un autre chemin. Voilà. Et nous ne voulions pas engager une bataille d'appareils. Nous ne voulions pas engager une bataille de machines politiques. Donc nous avons estimé qu'il était de notre devoir, comme le président Laurent Gbagbo lui-même l'a dit, de contourner le caillou et de créer une autre machine politique. Maintenant, fondamentalement, qu'est-ce qui change d'avec... Quelle est la différence, justement? Qu'est-ce qui change d'avec le FPI? Aujourd'hui, il y a d'abord le message. Le FPI était un parti, certes, qui était ouvert sur le monde, mais qui était centré sur la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y avait un projet de société que le parti entendait faire aboutir pour changer les conditions de vie et de travail de ses citoyens. Je dis, nous avons tiré des conséquences de la crise que nous avons connue. Et nous avons vu qu'un seul peuple, d'un seul État comme la Côte d'Ivoire, ne peut pas trouver la force nécessaire de se libérer s'il n'est pas soutenu, ne serait-ce que par les pays voisins, par les pays limitrophes. Vous voyez? Parce que comme on dit souvent, le verre, il est dans le fruit. Quand le mûr n'est pas lézardé, personne ne passe. Donc, avec le PPACI, nous affirmons, première des choses, une dimension panafricaine. Nous entendons parler à l'Afrique, à toute l'Afrique, dans sa diversité ethnique, culturelle et politique. Ensuite, nous affirmons ouvertement la question de la souveraineté. C'était une question qui était présente au FPI, mais elle n'était pas mise en avant comme nous le faisons aujourd'hui. Nous partons du principe qu'il ne peut pas y avoir de développement durable s'il n'y a pas une véritable souveraineté. Donc, et nous gardons naturellement le fait que nous sommes des socialistes. Donc, il y a ces deux idéologies claires, panafricaines et souveraineté, qui sont affirmées et qui sont des chevaux de bataille pour le PPACI. Voici pour ce qui est d'avec le FPI, qui avait ces notions-là, mais ce n'était pas, je veux dire, des priorités. Aujourd'hui, le panafricanisme a pris le pas, c'est ce que vous dites. Pas qu'il a pris le pas, mais il est de plus en plus affirmé. Très bien. Daouda? Ok, bonsoir M. Lago. En fait, tout à l'heure, vous parlez de contourner le caillou FPI. J'ai compris tout ça, mais est-ce que concrètement, quand on regarde 3 ans après, est-ce que le fait d'avoir contourné le caillou, aujourd'hui, ça n'a pas affaibli un peu le PPACI? Quand on sait que depuis qu'il est là, c'est vrai que vous avez pu vous implanter dans beaucoup de régions, vous avez parlé de 26 régions plus précisément. Vous êtes sur le terrain, mais concrètement, au niveau électoral, il y a de la défaillance. Vous avez du mal à conquérir d'autres États. Est-ce que le fait de vous être éloigné de vos anciens camarades, je parle notamment de Pascal Affi-N'Guessan, de Mamadou Koulibaly qui est parti, Simone Gbagbo qui est de son côté, Charles Blé Goudé qui est aussi de son côté, est-ce que ça n'a pas affaibli le PPACI? Vous savez, M. Daouda, on ne peut pas affaiblir quelque chose qui n'existe pas, en fait. Selon vous, le FPI n'existait pas? Non, au moment où on continuait le caillou, le PPACI n'existe pas. Sa question, c'est est-ce que le PPACI n'a pas été affaibli? Mais plus précisément, Gbagbo. Non, attendez, il faut... Voilà, je réponds à la question que vous me posez. Si vous voulez changer de question, je vous laisse le temps de changer de question. Non, allez-y. D'accord. Donc, le PPACI ne peut pas être affaibli parce qu'au moment où on continuait, le PPACI n'existait pas. Ça, c'est la première des réponses. Ensuite, vous me citez d'autres personnes dont certaines n'ont jamais été militantes du FPI, notamment Charles Blé Goudé. Donc, quand vous dites son départ d'où, en fait, puisqu'il n'a jamais été militant du FPI. Mais comment il y a des vous parlez de Simone Eivé. Simone Eivé était au comité de contrôle qui a annoncé la création du PPACI. Elle a même applaudi cette décision. Par la suite, elle a décidé de créer son propre parti, ce qui est son droit le plus absolu. Et vous parlez des défaillances électorales. Mais si j'aime bien cette question, vous me permettez de l'aborder. Vous savez, je vous mets au défi de me trouver un seul parti politique en Afrique et même dans le monde qui a connu la violence que nous avons connue en 2011, qui a vu son chef, tel que nous avons vu le président Laurent Gbagbo en avril 2011, et qui a réussi à se reconstituer quelques années auparavant et à être un parti qui compte dans le paysage politique. Vous n'en trouverez pas.
Au Burkina, les Sankaristes, ils ont disparu. En Libye, Kadhafi, je ne sais même pas s'il y a des gens qui se prévalent de lui. Et je peux vous citer 10 pays africains comme ça, où des leaders qui étaient très importants, quand ils ont connu ce genre de violence-là, leur parti a disparu. Donc, le fait qu'aujourd'hui, on parle encore de pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire, on le doit à la ténacité de nos militants. Et je pense que cela est à saluer. Parce que dans d'autres circonstances, il y a des formations politiques qui ont disparu. C'est la bravoure, le courage et la formation idéologique de nos militants qui nous permet de rester. Donc, quand vous parlez des dernières élections, monsieur, n'oubliez pas que nos cadres sont partis en exil. Ce sont les cadres qui, à la base, font la vitalité du parti. Mais quand vous avez un parti dont une partie des cadres se retrouve en exil, quand vous avez une autre partie qui est en prison pendant 10 années, loin des militants, à quoi vous attendez? Moi, j'estime que les scores que nous avons faits, ce sont des scores très honorables dans les conditions que nous connaissons avec une liste électorale dont on parlera après. Donc, je suis très fier du résultat que nous avons obtenu. Si nous contextualisons les choses, voilà. Donc, vous ne me direz pas que le PPACI en Côte d'Ivoire fait 6 mai. Mais nous sommes conscients que, quand vous voyez Katina, par exemple, qui était candidat à Port-Boué, Katina a fait 10 ans sans mettre les pieds à Port-Boué. Un enfant qui avait 10 ans, quand Katina partait en exil, quand Katina revient, il a 22 ans, il vote, il ne le connaît pas. À quoi vous vous attendiez? Donc, nous sommes de retour sur le terrain politique avec un message très clair et nous pensons que ce message-là continue chaque jour de faire des émules. Alors, permettez une petite relance, juste une toute petite précision. Daouda, rapidement, et on passe la parole aux autres. Parce que c'est vrai, vos cadres étaient, qu'on appelle ça, en exil pour certains, d'autres en prison, comme vous l'avez si bien dit. Mais concrètement, est-ce que ce n'est pas parce que concrètement, vous avez refusé en fait de participer au processus? Parce qu'en son temps, même si vous avez évité de parler du conflit entre le FPI, au sein du FPI, est-ce que si, en son temps, le FPI de Pascal Affi-N'Guessan allait dans cette bataille-là, est-ce qu'il n'allait pas gagner du terrain? Citez-moi les partis qui sont allés dans cette bataille qui ont gagné du terrain. Non. Le FPI a fait ce que... Mais en même temps, il était en bataille avec l'EDS. On est d'accord. Permettons à ce qu'il reprenne. Je dis que vous ne trouverez aucun parti politique en Côte d'Ivoire qui a suivi la logique que vous voulez. Si vous voulez mettre même des partis qui sont proches du pouvoir, citons le parti de Marat Henriette Lagou, ils ont combien d'élus? Ils sont pourtant à la CEI où ils représentent prétendument l'opposition. Pendant le parti de Cabra Apia, Feu Cabra Apia, qui représente prétendument l'opposition à la CEI, ils ont combien d'élus? Je vous mets au défi de me dire tous les partis qui sont allés dans le sens voulu par ceux dont vous parlez et qui ont des élus qui comptent. Pourtant, le PPACI compte dans la sphère politique, sauf si vous voulez me dire le contraire. Donc, monsieur, nous avons suivi notre voie. Nous pensons que c'est la voie que les militants attendaient de nous. Nous sommes un parti d'opposition, un parti socialiste, et nous représentons une alternative crédible à la gouvernance actuelle. Écoutons Herman Aboua. Monsieur Fabrice Lago, moi, je voudrais vous ramener aujourd'hui. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on sent qu'au niveau de l'opposition, les choses bougent, il y a des groupements qui se forment, il y a eu l'appel de Bonois, il y a aussi la formation, le groupement, la plateforme créée par Simon Gbagbo. Aujourd'hui, tous les partis d'opposition que vous avez invités ne sont pas encore avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, le contenu de l'appel de Bonois est disponible? Si oui, est-ce que les partis politiques que vous invitez à intégrer votre appel de Bonois, est-ce qu'ils ont répondu? Est-ce qu'ils ont la copie de ce contenu? C'est ma première question. Rapidement. Et finalement, quel regard du PPACI sur l'union de l'opposition initiée par Simon Gbagbo? D'abord ça, et je vais chuter finalement avec... Non, je chute, c'est la même chose. Oui, aujourd'hui, on constate plus ou moins que au niveau... Le PPACI aussi s'intéresse plus ou moins à la vie privée de l'ex-couple Gbagbo, puisque le PPACI a eu à interpeller un média international sur l'usage du nom Gbagbo pour Mme Gbagbo. Est-ce que ces genres de combats-là, qu'est-ce qui forge le PPACI à se lancer dans ce genre de combat? On va aller très rapidement parce qu'il y a 3 questions. Herman, c'était très long. On va aller sur la première question. Je vais aller dans le sens inverse. Je vais commencer par la dernière question. Oui. Voilà, je pense que comme ça, vous voyez... Le communiqué produit pour un... Non, c'est même pas le communiqué, ne serait-ce que sur l'appellation. Vous savez, oui. Vous êtes des journalistes, vous êtes des hommes des médias. Et à ce sens-là, moi, je vous invite à vous fonder sur des faits factuels. Vous voyez, je ne veux pas m'appesantir dessus parce que ce n'est pas l'objet de ma présence ici. Mais ce que nous disons, c'est que Mme Simone Eivé n'est plus fondée à porter le nom Gbagbo. Ce n'est pas de la bagarre, en fait, c'est du droit. Donc, quand vous êtes des journalistes, des hommes des médias, que vous êtes écoutés par des Ivoiriens, nous, voici ce que nous disons. Est-ce que c'est le PPACI qui devait porter cela et non pas le conseil de... Moi, je vous donne... Vous savez, je vais vous donner des exemples. Non, je vais vous donner des exemples. Moi, je suis secrétaire national technique du PPACI en charge du marketing politique. Et à ce titre-là, je fais un produit qui s'appelle Laurent Gbagbo. Je fais un produit qui s'appelle Gbagbo. Et
il n'est pas exclu qu'on arrive à l'élection présidentielle avec 2 Gbagbo comme candidat. Est-ce que vous pensez que cela me facilite la tâche? C'est ça votre inquiétude? Non, de manière technique. Je vous prends un exemple qui est en rapport avec mes prérogatives. Donc, tout, là où vous voyez une dispute, une bagarre, c'est juste de la clarification. Donc, je vous invite, vous les journalistes, à vous approprier cette nouvelle donne. J'avoue que ce n'est pas facile, il m'arrive moi-même de me tromper, mais ne vous trompez-vous de bonne foi et pas de mauvaise foi. Maintenant, pour en venir sur l'appel de Benoît, le contenu, est-ce que les autres partis l'ont reçu? Bien sûr, ce que nous demandons au PPACI, madame, c'est très clair. Nous demandons un audit de la liste électorale. Nous demandons une recomposition de la commission électorale indépendante. La même chose portée par la plateforme de Mme Simone Gbagbo. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, parce que lisez les communiqués. Certains demandent une prolongation du délai de la période d'enrôlement. Vous comprenez? Donc, c'est 2 demandes totalement différentes. Il faut faire attention, souvent. Il y a d'autres points dans leur plateforme. Oui, je ne dis pas non. Nous avons signé le 2e communiqué. Le PPACI l'a co-signé, en fait. Mais nous partons d'un principe que nous avons des revendications. Maintenant, si ces revendications peuvent être portées par tous les partis politiques de l'opposition, nous sommes preneurs, en fait. Et c'est le sens de l'appel de Benoît. Le président Laurent Gbagbo, il a dit, tous ceux qui sont pour que le pouvoir actuel ne soit plus là, je vous invite pour qu'on se mette ensemble. Certains l'ont compris comme un appel à venir soutenir la candidature de Laurent Gbagbo. Certains l'ont entendu comme une mise en berne de leur leadership. Nous disons, nous rassurons tout le monde, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit pour nous, le PPACI, d'obtenir des conditions libres, démocratiques et transparentes d'élection, quitte à ce qu'après chaque formation politique, allie son candidat. Et s'il doit y avoir des alliances électorales, elles se feront. Mais l'appel de Benoît, nous avons mis à disposition le contenu de tous les partis politiques que nous avons approchés. Mais vous comprenez, M. Aboua, nous ne sommes pas pressés. Nous avons l'expérience des élections. Nous avons l'expérience surtout des crises qui déboutent des élections. Nous continuons de payer les conséquences de ces crises-là. Et nous, quand nous voyons une crise arriver, il est de notre devoir de tirer la sonnette d'alarme. Maintenant, il y a d'autres qui sont pressés d'aller aux élections. Il y a d'autres qui sont pressés d'aller aux élections. Nous, notre rôle, c'est de leur dire la voie de la sagesse, c'est de dire ralentissons, réglons les problèmes d'abord, et puis allons aux élections. C'est ce que le PPACI dit. Avant Marius Komoro, est-ce que justement les partis politiques que vous avez contactés sont en accord avec les 2 points dont vous avez parlé? Oui, bien sûr. Maintenant, il s'agit de s'accorder sur les moyens à mettre en œuvre pour faire aboutir ces revendications. Marius Komoro. En votre qualité donc, de secrétaire national technique en charge du marketing politique au PPACI, vous savez bien que votre leader envisage donc de briser la magistrature suprême en octobre 2025. Quelle offre politique aujourd'hui vous avez à faire aux Ivoiriens en termes de gouvernance, en termes de projets de société et de programmes de gouvernance qui tiennent vraiment compte des préoccupations longtemps exprimées par les Ivoiriens en termes d'amélioration de leurs conditions de vie? Bien sûr, vous savez, un parti politique, il a 2 âmes. La première âme, c'est le projet de société. Ce projet-là, il décline la vision, les valeurs que porte ce parti. Et tout à l'heure, je l'ai exprimé, j'ai dit, nous sommes panafricains, nous sommes souverainistes, nous sommes socialistes. Ça, c'est le projet de société. Ensuite, lorsque ce parti se prépare à aller aux élections, donc lorsque les élections s'ouvrent, le parti propose aux électeurs son programme de gouvernement, qui est beaucoup plus technique et beaucoup plus chiffré. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes au stade de notre projet de société. D'accord. Mais le président Laurent Gbagbo en lui-même, son parcours en lui-même est assez éloquent pour instruire les Ivoiriens sur ce qu'il entend faire. Nous disons que la gouvernance actuelle est une gouvernance inhumaine en fait. C'est une gouvernance, ce sont des libéraux en fait. Et les libéraux, en général, ils ne sont pas connus pour se préoccuper beaucoup de l'humain. Nous disons qu'il faut ramener l'homme au centre de la politique, au centre du projet politique. Vous voyez, quand vous voyez les déguerpissements aujourd'hui qui se font, quand vous voyez comment on vide les cités universitaires, quand vous voyez aujourd'hui les menaces qui s'abattent sur des simples instituteurs qui sont en grève. Le point des cités universitaires, justement, ça a été mis dans un contexte. Madame, en droit pénal, la responsabilité est individuelle. Vous savez, donc les étudiants n'ont pas à payer pour une faute commise par un individu, même par une organisation. Vous comprenez? Non, mais à aucun moment on a dit qu'ils payaient. Élisée, vous aurez la parole, rassurez-vous. Mais quand on vide, monsieur, quand on vide des cités universitaires en pleine année scolaire, on parle du fait qu'il y a un étudiant qui a été tué sur le campus, ce qui est déplorable et ce que nous condamnons. Mais quand la décision, quand il y a une batterie de décisions qui suivent, où l'État ne se remet pas en cause, parce que si on vide les cités universitaires, mais madame, qu'est-ce qu'on attend pour interroger le ministre de l'Enseignement supérieur? Qu'est-ce qu'on attend pour interroger les différents directeurs régionaux des centres régionaux des œuvres universitaires? Je l'ai dit, la FESI doit être au banc des accusés, mais ce serait insensé qu'elle y soit seule, en fait. Il faut que le ministre Diawara y soit, il faut que les directeurs régionaux des œuvres universitaires y soient. Et les pauvres étudiants qui se faisaient tantôt héberger par leurs camarades, dont certains sont en examen, ils n'ont pas à payer
parce qu'il y a une sorte de copinage entre le ministre, la FESI et le directeur général des œuvres universitaires qui a mal tourné en fait. Élisée Boulouba. Ok, moi je voudrais revenir sur la... Vous avez dit quelque chose de fondamental tout à l'heure, ou du moins quelque chose qui m'a attiré mon attention, sur le fait que le président Laurent Gbagbo, comme nous tous on le sait, veut briguer la magistrature. Mais est-ce que vous ne percevez pas, ou du moins, dans la démarche, vous ne comprenez pas la perception de certains Ivoiriens qui voient en votre démarche l'absolutisme Gbagbo? Je m'explique. L'absolutisme Gbagbo, pourquoi? Le président Gbagbo à La Haye, il est en prison. Il y a une crise qui naît au FPI où on dit que le président Gbagbo est candidat pour être président du FPI pendant qu'il est en prison à La Haye. Le président Gbagbo sort, il vient, il confirme effectivement son intention, ou du moins ce qu'on pensait, justement qu'il était l'instigateur du fait qu'il voulait être président du parti. Il contourne donc cet obstacle et il décide d'être candidat. Là, il est sous le coup d'une peine d'emprisonnement et qui fait donc qu'il ne peut pas être candidat, d'une décision judiciaire qui fait qu'il ne peut pas être candidat, mais vous maintenez que c'est lui qu'il faut absolument comme votre candidat. Est-ce qu'il n'y a pas un absolutisme Gbagbo dans l'esprit qui fait qu'aujourd'hui, certains Ivoiriens, à raison, peuvent dire que vous êtes des gors, c'est-à-dire des Gbagbouriens? Sur cette question, je suis très à l'aise et je vais vous faire une anecdote. Allez-y. Pendant que le président Laurent Gbagbo était à la CPI, nous, on rencontrait des chefs d'État, des hommes politiques, des leaders d'opinion européens et tout, pour faire du lobbying justement sur son cas. Et nous avons rencontré certains, la majorité en tout cas qui étaient européens, nous disaient, en tout cas à moi, ils me l'ont déjà dit, écoute, tu n'as même pas 40 ans, écoute, tu as quoi à te battre pour quelqu'un qui a 70 ans passés, pourquoi tu ne te construirais pas toi-même une carrière politique, tu es assez brillant, vous avez des gens brillants au PPACI, au FPI, en tout cas d'alors, dans la gauche, pourquoi un autre? Et qu'est-ce que vous avez répondu? Madame, nous sommes de gauche et nous sommes un parti de combattants. Et quand un camarade, du fait de la lutte commune que nous menons, se retrouve entre les fers, on ne l'abandonne pas. C'est un principe sacro-saint qui est lié à la gauche. Et donc, quand le président Laurent Gbagbo est détenu à la CPI et qu'il y est du fait de la lutte que nous avons tous menée, il est de notre devoir de faire en sorte de le libérer. Maintenant, Élysée, le maître président du FPI, ce n'est pas l'objectif, c'est un moyen. C'est un moyen pour faire en sorte qu'il soit toujours dans l'actualité nationale et internationale. Et peut-être que c'est parce que nous l'avons réussi qu'aujourd'hui, il a recouvré la liberté parce qu'on lui promettait qu'il ne serait jamais libre. Donc, nous disons que deux choses. Première chose, nous sommes de gauche et pour nous, c'est la solidarité. Solidarité envers les camarades de lutte, mais aussi solidarité envers les populations. Deuxième chose, c'est qu'on ne s'accommode pas d'une injustice, on la dénonce et on la combat. Et quand un camarade de lutte est aujourd'hui victime d'une injustice, mais il est de notre devoir de le mettre au centre de nos revendications. Et je vais vous faire une confidence. Peut-être même que si le président Laurent Gbagbo n'avait pas été privé de ses droits civiques, peut-être que s'il avait été sur la liste électorale normalement, peut-être que si on l'avait laissé candidater, mais peut-être qu'au PPACI, les gens lui auraient dit, écoute, président, passe la main à quelqu'un d'autre. Mais du fait qu'on utilise des artifices juridiques pour l'empêcher de candidater, ne serait-ce que par solidarité, nous sommes obligés de dire c'est lui qui est notre candidat. Deuxième chose, les élections, ce n'est pas les Jeux Olympiques. C'est-à-dire? On ne va pas pour participer, on va pour gagner. Et quand on veut gagner, on aligne le meilleur candidat qu'on ait. Mais pas à tout prix, mille prix quand même. Au mépris de quoi? Pas à tout prix, mille prix. Au prix de la justice. Vous comprenez? Donc, nous estimons que, d'entre nous, celui qui aujourd'hui a l'expérience nécessaire pour rassembler la Côte d'Ivoire, pour rassembler les Ivoiriens, pour ouvrir des perspectives nouvelles sur l'Afrique et sur le monde, celui qui a une vision claire des enjeux du siècle présent, il s'appelle le président Laurent Gbagbo. Oui. Donc, alors, ce n'est pas être du Gbagbo ou rien. Nous disons que nous avons un candidat et il faut qu'on le laisse aller à la compétition. Et puis, si les Ivoiriens ne le choisissent pas, nous en tirerons les conséquences. Comment comptez-vous faire justement pour qu'il soit inscrit sur la liste électorale? Parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Vous savez, j'écoute régulièrement le président de la CEI qui évoque le droit, qui cite des articles, mais en fait, qui est la première personne qui viole le droit en Côte d'Ivoire. Parce que l'article 6, alinéa 3 du Code électoral dit quoi? Que la mise à jour de la liste électorale a lieu tous les ans. Quand le président de la CEI lui-même ne respecte pas cette disposition, mais il est le premier qui viole la loi. Donc il est très mal placé pour citer la loi parce que la loi l'a perdue depuis longtemps. Madame, je vais vous dire, la liste électorale, tous les ans, doit être mise à jour. Elle doit être mise à chaque année, tous les ans. Et l'État de Côte d'Ivoire dégage de l'argent pour que cela soit fait tous les ans. Madame, en 2021, il y a eu 20 milliards qui étaient dégagés par le contribuable ivoirien pour la mise à jour de la liste électorale. En 2023, il y a eu 19 milliards. Ces 2 années, il n'y a pas eu de mise à jour de la liste électorale. C'est factuel. On peut le vérifier. Prenez
prenez le budget de l'État du Côte d'Ivoire pour ces années que je viens de vous donner, vous verrez qu'il y a de l'argent qui a été dégagé par l'État du Côte d'Ivoire pour la mise à jour du fichier électoral. Maintenant, si ce n'est pas à jour, madame, nous sommes fondés à demander cet argent passé où? Il faut bien qu'on nous explique. Vous l'avez fait? Ah, en tout cas, nous sommes en train de le faire via Live TV, comme il vient souvent à Live TV. Je vous confie aussi cette commission. Et puis... Vous êtes un provocateur. Non, je vous confie, il vient souvent et tout. ici. Non, pas du tout, pas provocateur, nous sommes factuels. Maintenant, Donc vous dites 20 milliards pour la première année et 19, c'est ce que vous dites? ah oui, ça fait 39 milliards, ce serait bien qu'on nous explique. Très bien. Comme Daouda a son téléphone, il peut vérifier que ces 2 années, il n'y a pas eu de révision de la liste électorale. Maintenant, pour en venir à ce que nous en avons fait, il faut expliquer d'abord le contexte dans lequel le président Laurent Gbagbo est sorti de la liste électorale. Parce qu'on ne l'explique pas assez. Madame, le président Laurent Gbagbo a été acquitté par la CPI en 2018. C'est important de le préciser. Mais une condamnation pèse sur lui en Côte d'Ivoire. Oui, on va en venir. Moi, je suis là pour expliquer les choses. Très bien, allons-y. Et je vais être précis et factuel. Le président Laurent Gbagbo est acquitté par la Côte d'Ivoire en janvier 2019. Par la CPI, pardon. Par la CPI en janvier 2019. Et en novembre 2019, apparaît une condamnation pour le braquage de la BCEAO. C'est-à-dire la condamnation pour le braquage de la BCEAO devient définitive en novembre 2019. Je précise qu'il a été acquitté par la CPI en janvier 2019. Pour vous, vous y voyez donc... Le timing, madame. Le timing. Ensuite, pour en venir au procès lui-même, Kone Katina est considéré comme l'auteur du braquage. Les 3 autres accusés, c'est-à-dire Désiré Dallo, le Premier ministre Aké Ngbo et le président Laurent Gbagbo, sont considérés comme des complices. Le procès a lieu. L'audience a lieu. Désiré Dallo et Aké Ngbo sont dans la salle. Ils sont tous condamnés à 20 ans de prison. Le juge n'émet pas de mandat d'arrêt contre Désiré Dallo et Aké Ngbo qui sont présents dans la salle, mais il émet un mandat d'arrêt international contre Kone Katina. C'est bizarre, non? Pourtant, il y a 2 prévenus qui sont dans la salle là, qu'on pourrait arrêter directement pour les conduire à la MACA. Mais on les laisse partir libres chez eux et on émet un mandat d'arrêt international contre le ministre Kone Katina. Je vous passe de ce fait-là. On arrive, le président de la République prend en 2018 une ordonnance d'amnistie, ce qui est d'abord une incurie juridique, madame. L'amnistie, c'est une loi organique. Il n'y a pas d'ordonnance d'amnistie, c'est une loi organique. Donc, ce n'est pas une loi normative, en fait, c'est une loi organique. Elle est prise par l'Assemblée nationale. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, madame, on n'amnistie pas des gens. On amnistie des faits. On gracie des gens. Le président de la République, la Constitution lui donne le pouvoir de gracier des personnes. Donc, mais l'amnistie relève du pouvoir du Parlement. Et je précise qu'on amnistie des faits, on n'amnistie pas des gens. Mais on prend une loi d'amnistie, on amnistie Kone Katina, c'est-à-dire qui est l'auteur, le coupable des faits. On amnistie 2 complices, Aké Ngbo et Désiré Dallo. Et le seul qui n'est pas amnistié, bizarrement, c'est le président Laurent Gbagbo. Et coïncidence pour coïncidence, il va savoir que c'est lui que le PPACI envisage de présenter à l'élection présidentielle. Madame, nous disons que c'est dommage pour la Côte d'Ivoire. Pardon, Très bien. Alors, rapidement, Élisée, ensuite Arman. Excusez les amis, je voulais rebondir sur ce qu'il est en train de dire, parce que je trouve que c'est quand même pertinent. Quand vous dites, par exemple, que c'est une loi, l'amnistie provient du Parlement, je veux dire que le PPACI, est-ce qu'il n'est pas en train de se contredire quand il dit que cela relève exclusivement du Parlement et dans le même temps, il ouvre un dialogue avec le pouvoir pour voir dans quelle mesure on trouve une alternative au retour de M. Laurent Gbagbo sur la liste. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une incongruité en ce que vous êtes en train de dire? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas le lobbying au niveau du Parlement, puisque c'est au Parlement qu'il revient absolument de prendre une loi d'amnistie pour ces faits-là? Comment est-ce que vous expliquez ça? Vous savez, M. Élisée, on ne va pas faire l'injure aux députés RADP de penser qu'ils ne voteraient pas selon les consignes de leur pouvoir. Oui. Ça veut dire quoi, M. Lago? Ils sont ultra majoritaires. Dans votre sens aussi. Ils sont ultra majoritaires à l'Assemblée nationale. Okay. Et nous savons comment fonctionne le Parlement. Si le pouvoir n'a pas décidé dans ce sens-là, le Parlement ne suivra. Donc vous n'avez pas faux aux institutions de la Côte d'Ivoire, M. Lago, c'est ce que vous dites? Madame, les institutions ne rassurent pas. Les institutions, en l'état actuel, elles ne rassurent pas ni le citoyen, ni les acteurs politiques que nous sommes. Et je viens de vous citer plusieurs éléments. En principe, dans un état de droit, la Cour suprême aurait cassé cette ordonnance d'amnistie qui n'a aucun fondement juridique. Il n'a pas répondu. Monsieur. Il n'a pas encore répondu. C'est sa réponse. Nous pensons que le pouvoir politique, on fait de la politique pour régler des problèmes. Souvenez-vous que c'est en Afrique du Sud que le président Thabo Mbeki a convaincu le président Laurent Gbagbo de prendre une décision pour faire d'Alassane Ouattara candidat à titre exceptionnel à l'élection présidentielle qui a eu lieu en 2010, alors que la loi ne lui autorisait pas. Le président Laurent Gbagbo a dû utiliser l'article 48 pour faire d'Alassane Ouattara candidat à titre exceptionnel. Donc nous disons que la politique
vient régler les problèmes. Faire de la politique, c'est pour assurer la paix et la stabilité. Et l'homme politique, l'homme d'État, lorsqu'il sent venir une menace, il est de son devoir d'utiliser les moyens mis à sa disposition par la loi pour régler les problèmes. Donc, quand nous discutons avec le pouvoir, nous montrons notre disposition à aller à la paix, notre disposition à ne pas troubler l'ordre public, et nous espérons du chef de l'État, du pouvoir actuel, qu'il prenne une décision politique qui aille dans le sens de l'apaisement, mais qui rétablisse aussi le président Laurent Gbagbo dans ses droits. Parce que nous ne mendions pas, nous revendiquons. Donc au total, l'affaire devrait se gérer politiquement. Herman, question. Tout à l'heure, dans vos propos, vous avez réaffirmé l'aspect souverainiste que revendique le PPACI. Moi, quand on prend l'individu Laurent Gbagbo, quand on regarde bien les 10 années de gouvernance du président Laurent Gbagbo, on lit bien que c'est à partir de décembre 2010 qu'il a mis en place une véritable politique souverainiste avec le gouvernement du Premier ministre Akingbo. Je peux prendre un fait. Il a lui-même rappelé lors de l'interview avec le confrère Alain Foucault, où il a dit il a évoqué le don de 2 milliards de francs CFA au président Chirac. Pourtant, on sait combien ces militants tensaient le régime français. Et à côté de cela, il y a eu, par exemple, les contrats CIE sur les CIE et autres qu'il a relancés, souvent à prix symbolique. Donc, à quel moment on peut revendiquer la souveraineté pendant que nous-mêmes, on flirte avec ceux qu'on... Avec la France Afrique. Il va répondre et ensuite Daouda. Je vais répondre. Déjà, il n'y a aucun contrat qui a été passé sur le président Laurent Gbagbo pour un franc symbolique. Ça n'existe pas. Mais je sais que vous avez souvenu qu'en Côte d'Ivoire, il y a des structures d'État qui ont été vendues pour un franc symbolique. Et c'était sous Alassane Ouattara, Premier ministre. Et c'était l'application du programme d'ajustement structurel. C'est une façon de parler. Non, je vais les contrats essayés sur les santé, évidemment, relancés avec le monopole aujourd'hui qui est revendiqué. Je vais y répondre. Sur le contrat, il faut regarder. Vous savez, on est sur un plateau de télé où on est suivi par les Ivoiriens. Donc, il ne faut pas laisser dire qu'il y a des contrats qui ont été renouvelés pour un franc symbolique. Donc, je vous donne la référence historique pour vous montrer que celui qui a vendu les sociétés d'État en Côte d'Ivoire pour un franc symbolique, qui s'appelle Alassane Ouattara, c'était l'ECI, ainsi de suite, des sociétés d'État qui ont été vendues pour un franc symbolique. Maintenant, le président Laurent Gbagbo n'a jamais dit qu'il avait un problème avec les entreprises françaises. Il n'a jamais dit qu'il avait un problème avec la France. Un homme d'affaires français peut avoir des contrats en Côte d'Ivoire dès lors que la Côte d'Ivoire s'estime gagnante dans le contrat. Et je vous assure que si vous regardez le contrat d'avant Laurent Gbagbo et que vous regardez le contrat qui a été signé sur Laurent Gbagbo, ce n'est pas le même. Il est de votre devoir aussi d'aller chercher pour informer les Ivoiriens. Maintenant, sur les 2 milliards, sur les 2 milliards donnés au président à la page 49 du livre Plagier la vérité que le président Laurent Gbagbo a écrit à François Mattei, il en parle, il est le premier d'ailleurs à en parler. Le livre est sorti en 2014. Et il dit De Villepin et Bourgi m'ont fait cracher au bassinet. Le président Gbagbo, c'est un latiniste. Ça veut dire quoi pour ceux qui nous regardent et qui ne comprennent pas? Cracher au bassinet, ça veut dire qu'ils m'ont forcé à contribuer. Oui. Oui, et chaque mot a son sens. C'est sous la contrainte alors qu'il a donné les 2 milliards. En tout cas, l'expression qu'il utilise, c'est ce qu'elle veut dire. Je vous traduis d'abord l'expression. Ensuite, il faut contextualiser les faits. Moi, le président Laurent Gbagbo a reconnu lui-même que c'était une erreur. Donc, je ne viendrai pas faire plus que lui en prétendant que ce n'est pas une erreur. Mais il est de mon devoir de contextualiser. En 2000, le président Laurent Gbagbo arrive au pouvoir en 2000, dans les conditions que nous connaissons tous, qu'il a lui-même qualifié de calamiteuses. Vous avez des militaires qui sont au Burkina, qui se préparent à attaquer le pays. Le président Laurent Gbagbo, il espérait juste acheter la paix. Après, il constate qu'il n'a pas pu l'acheter. Il en tire les conclusions et il dit, effectivement, ils m'ont attaqué parce que plus jamais ils sont revenus me demander. Maintenant, comme il le dit lui-même, il faut poser la question de savoir. C'est une pratique qui est très ancienne. Il faut poser la question de savoir, est-ce que ces pratiques-là n'ont plus cours? On a vu ici le gouvernement, par exemple, actuel, qui a organisé l'anniversaire du président Macron à grande pompe. On a vu le Premier ministre. Non, je vous en parle. On est toujours sur les 2 milliards. Parce que ce sont sur les 2 milliards, je vais vous expliquer, madame. Ce sont des références que vous faites, en fait. Et je vous dis, oui, il est de notre devoir de comparer. J'ai dit, on a vu le gouvernement actuel organiser l'anniversaire d'un président français. C'était où ça? C'était ici à Abidjan, hein. Le gouvernement organisé l'anniversaire. En tout cas, j'ai vu le Premier ministre de l'État de Côte d'Ivoire, M. Daniel Kablan-Dekan. Donc, soyez factuel. Messieurs, permettez à ce qu'il réponde. Monsieur, vous me laissez répondre. J'ai dit, allez-y. On a vu tout le gouvernement de Côte d'Ivoire à l'anniversaire du président français. Ça ne veut pas dire deux choses. Organiser l'anniversaire et être à l'anniversaire. S'il vous plaît. Et j'ai vu. Non, mais ça parler. Organiser et pas faire des choses. C'est lui qui nous demande qu'on est sur un plateau. Terminez, vous aurez la parole, rassurez-vous. Lorsque vous prenez la parole,
vous aurez l'amabilité de nous dire qui organise cet anniversaire. Non, moi je ne sais pas, c'est vous qui parlez des organisateurs. Si vous ne savez pas, jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que j'ai dit qui est la vérité, jusqu'à ce que vous sachiez et que vous apportiez la preuve du contraire. Très bien. C'est un principe minimum. Merci beaucoup. Donc j'ai vu le Premier ministre Kadwa Denkan chanter ses gosiers pour chanter joyeux anniversaire. Donc bon, vraiment, il faut savoir si ces pratiques-là n'ont plus cours aujourd'hui. Est-ce que ce parallélisme, Daouda, est convaincant selon vous? Comment est-ce que vous l'appréciez? Allez-y, réaction. Bon, je pense que je vais laisser M. Lago être responsable de ses propres mots, parce que dit sur un plateau de télévision, il dit même très sérieux que le gouvernement a organisé l'anniversaire d'un président, d'un ancien président. Français, c'est sa responsabilité. Et moi, je ne vais pas revenir dessus. Après, chacun peut assumer ses mots. Moi, comme je n'ai pas l'information que c'est le gouvernement qui a organisé cela, je ne vais pas suivre ça. En tout cas, il a juste expliqué un peu l'aspect des 2 milliards. Hein. Il a expliqué. Oui, l'aspect des 2 milliards. Parce que je sais que le président Laurent Gbagbo, dans son livre, il avait déjà dit, M. Bourgui revient sur comment on appelle ça, les mêmes 2 milliards. Pour moi, ce n'était pas une information. Franchement, ce n'était pas une information qui était capitale. Une confirmation. Que, voilà, pour moi, même sur ce plateau, on en avait déjà parlé. Pour moi, ce n'était pas une info. Maintenant, ce qui m'a un peu estomaqué aujourd'hui, quand j'ai lu l'interview de M. Laurent Gbagbo avec Alain Foka, c'est qu'au-delà du président français, le président Laurent Gbagbo a donné de l'argent à d'autres présidents. Il a dit un autre président africain. Et il n'a pas dit le nom, en fait. Pas été mentionné. Et là, en toute honnêteté, ce qui me gêne personnellement, c'est que quand je regarde cette période-là, cruciale de la Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire était en souffrance, je pense que pour le cas du président français, comme il a dit, on l'a fait cracher au bassinet, je peux le comprendre, mis dans son contexte. Mais donner de l'argent pendant que la Côte d'Ivoire elle-même est en souffrance à quelqu'un d'autre, je ne le comprends pas, sauf si M. Fabrice veut bien me l'expliquer pour que je comprenne. Je rebondis sur la question pour être beaucoup plus claire. Hein. Alors, en cette période-ci et dans cette Côte d'Ivoire, nous traversions des situations financières. On rappelle la énormes. Période un peu. Et donc, nous étions en 2002, 2004, 2005, 2006, jusqu'en 2010. Et c'était sous la gouvernance du ministère du Plan par Bom Boabré. Nous avons été appelés à rédiger le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté, qui devrait permettre à la Côte d'Ivoire d'être éligible à l'initiative PPTE. Et c'est en cette période-ci que M. Gbagbo a trouvé l'opportunité de sortir des caisses de l'État 2 milliards, là où il y avait des augmentations du coût de l'énergie, du coût de l'électricité, du carburant, qui avaient engendré des grèves, des transporteurs et tout ça, et on avait de l'argent. 2 milliards pour donner un chef d'État français. Il a expliqué sous la contrainte, Marius Komoué. Mais un chef d'État comme M. Laurent Gbagbo, qui a même été plus loin en disant, par exemple, qu'il ne peut accepter que quelqu'un s'asseye à l'Élysée pour désigner le président de la République de Côte d'Ivoire. Lui, il ne peut pas l'accepter. Je sous-entends donc qu'il ne peut pas également accepter de prendre 2 milliards des caisses de l'État, de la souffrance des taxes et des impôts des Ivoiriens, pour tendre ça à un chef d'État français, dont le pays est plus riche que le nôtre. Nous avons des ajouts justement sur cette même question avec Élisée Herman. On fait un point dessus et puis il répond. Allez-y, Herman. Bon, c'est peut-être pas forcément un ajout. Je voudrais... Bon, peut-être que si quelqu'un a envie de poser la question... Très bien. Élisée, un point là-dessus sur le même sujet. Non, c'est juste, pas forcément sur le même sujet, mais avant il réagit et puis ensuite, voilà, vous avez la parole. Allez-y, monsieur. Écoutez, moi, je comprends l'indignation de M. Komoué. Et moi aussi, je suis indigné. Mais pour être un homme d'État qui a envie d'assurer la stabilité de son pays, de préserver la vie de ses citoyens, la question fondamentale. Il y a des sacrifices qu'on est prêt à faire. Vous comprenez? Si, vous voyez, parlant du président africain, le président Laurent Gbagbo ne l'a pas cité, donc je ne serai pas plus royaliste que le roi, je ne le citerai pas. Mais si vous êtes au pouvoir, madame, et que vous apprenez qu'il y a des soldats d'un pays tiers qui combattent pour vous faire tomber dans ce pays-là, et que vous discutez avec le chef de l'État en question pour rappeler ces soldats et qui vous dit qu'il faut les rançonner au moins pour qu'ils arrêtent de tuer les Ivoiriens. Mais madame, la vie d'un Ivoirien n'a pas de prix. Vous voyez? Donc oui, on peut aujourd'hui, et le président Laurent Gbagbo en lui-même dit, dans d'autres circonstances, je n'aurais pas agi pareil. Et cela s'entend. Et moi, je suis indigné autant que les autres. Mais heureusement que les 2 milliards ne nous ont pas empêchés d'atteindre l'initiative PPTE dont la Côte d'Ivoire bénéficie. Monsieur Lago, permettez une relance, s'il vous plaît, pardon. Rapidement, parce que c'est Élisée qui a la parole, Daouda. Oui, je sais qu'Élisée a la parole. Parce que je suis quand même un peu gêné quand aujourd'hui on vient me dire ça sincèrement. Parce que
Laurent Gbagbo, quand un président prête serment, il dit « Je jure solennellement de défendre la Constitution, de protéger la Constitution, de protéger mes concitoyens ». Quand Laurent Gbagbo en arrive finalement à acheter sa paix, à rançonner des soldats ça et là, un peu partout, finalement, est-ce que M. Laurent Gbagbo n'a pas failli en ne respectant pas, en n'arrivant pas à protéger les Ivoiriens? Déjà, il y a une obligation d'action, il y a une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'un État doit se donner les moyens de protéger les citoyens. Mais vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas de risque zéro, M. Daouda. On prend les États-Unis qui sont la première puissance, il y a eu les deux tours qui sont tombés. Est-ce qu'on dirait alors... on a vu non, ce qu'ils ont fait. Quand vous parlez, vous voyez, quand vous parlez, je vous interromps pas. Allez-y, Donc, il y a plusieurs pays mieux préparés militairement que nous, plus forts économiquement, qui chaque jour subissent des attentats terroristes où des milliers de personnes meurent. Est-ce qu'on dirait à ces présidents-là qu'ils ont failli à leur obligation? La Côte d'Ivoire a une obligation de moyens. Et à l'époque, elle s'est donné les moyens d'assurer la sécurité de ses Ivoiriens. C'était sans compter sur le fait que la France se lierait à un pays, notamment le Burkina, pour nous attaquer. Parce que la puissance de feu que vous alignez, elle ne peut pas être une puissance de feu la meilleure au monde. Donc c'est quelqu'un qui a une meilleure puissance de feu qui vous attaque, on dira que vous n'avez pas été à la hauteur. Ça va lui permettre d'aller plus loin. Non, il nous reste une minute. On va écouter Élysée, s'il vous plaît. Allez-y, terminez, M. Lago, et ensuite on écoute Élysée. Donc, pour dire que le président Laurent Gbagbo, oui, effectivement, la preuve, avant le septembre 2002, il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État qui ont échoué, parce que l'armée de Côte d'Ivoire veillait à ce que les Ivoiriens gardent leur quiétude. Mais quand je dis la France, qui est une puissance militaire, s'allie au Burkina pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, excusez, mais on n'en voudra pas à la Côte d'Ivoire de ne pas avoir imaginé que la France pourrait s'allier à un État africain pour déstabiliser ce pays qui est pourtant le poumon de l'UEMOA. Donc oui, effectivement, nous sommes retrouvés face à une puissance de feu. Mais rappelez-vous encore que même dans la crise, la Côte d'Ivoire a tenté de reprendre la souveraineté. On a eu les événements de novembre 2004 qui ont obligé la France à entrer directement en guerre contre la Côte d'Ivoire. Et le mois prochain, j'espère qu'on va commémorer cet événement où des jeunes Ivoiriens ont été tués, notamment à l'hôtel Ivoire, par des soldats français. Ça a été documenté par des historiens ivoiriens, mais aussi par des hommes des médias français. Donc, Madame Laurent Gbagbo s'est donné les moyens de protéger la Côte d'Ivoire. Malheureusement, les ennemis tenaient coûte que coûte à ne pas attendre la... Je dirais rien, vous inquiétez pas. Élysée, allez-y, vous avez la parole. Ok, moi je voudrais revenir un peu sur un ensemble de déclarations qui pour moi sont contradictoires. Vous me direz, est-ce que c'est le contexte qui fait aujourd'hui que ces déclarations changent ou bien c'est la personne de Laurent Gbagbo qui a une autre appréciation de la situation politique? Je prends l'exemple, l'âge pour être président de la République. On sait qu'il y a des années en arrière, Laurent Gbagbo a dit qu'il estimait qu'à 70 ans, ce n'était même pas possible pour quelqu'un encore de briguer une magistrature parce qu'on était vieux. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo a pratiquement 80 ans. En 2025, il aura pratiquement 80 ans. Il est en train de briguer une magistrature. Monsieur Laurent Gbagbo a dit ici qu'il pense que la meilleure monnaie, c'est le franc CFA et qu'il a défendu. Hier, on l'a entendu dans le discours, dans son interview, il a dit qu'il faut qu'aujourd'hui, les Ivoiriens réfléchissent à une monnaie. On a vu Laurent Gbagbo ici qui a dit que la CEDEAO, c'est la meilleure organisation. Il pense qu'il faut la renforcer. Et même, il a invité le Ghana et le Nigeria à rejoindre même le franc CFA. Aujourd'hui, il estime que non, il faut qu'on revoie un certain nombre de choses. Est-ce qu'on est face à un homme qui est dans des contradictions ou c'est le contexte qui fait changer de parole à Laurent Gbagbo ou est-ce que M. Laurent Gbagbo est simplement quelqu'un qui, en fonction des circonstances, a une parole? Et ce sera la dernière prise de parole avant la fin. Vous savez, s'il y a une chose qu'on connaît dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, c'est que le président Laurent Gbagbo, il a toujours annoncé ce qu'il compte faire. C'est-à-dire que, présentement, si on regarde sur la sphère politique, peut-être c'est le seul candidat qui a écrit des livres pour expliquer sa politique, ce qu'il compte faire. Il est le seul. En fait, on a beaucoup de candidats, mais on a très peu qui expliquer leur projet, contrairement au président Laurent Gbagbo. Et sur ces questions que vous citez, vous prenez l'exemple de l'âge de 70 ans. Ben oui, le président Laurent Gbagbo a fait cette déclaration. Mais c'est pour ça que je vous ai dit d'entrée que peut-être que si on n'avait pas essayé de bafouer ses droits, si on n'essayait pas de lui dénier ses droits des citoyens... Non, mais bien sûr. Vous n'avez pas la parole. Madame, monsieur, vous savez, Daouda, moi, je suis content de vous retrouver parce que je me rappelle qu'en 2011, 2012, on dénonçait ensemble ces différentes injustices-là. Je me rappelle bien sûr, je les assume. Non, pas de relance, Daouda. Non, je les assume. Pas de relance, allez-y. Je l'ai fait, je l'assume aujourd'hui. Non, continuez, mais quand vous avez révélé quelque chose, je vous dis que j'ai dénoncé Alassane Ouattara hier, cette dictature, et je l'assume aujourd'hui, en fait. Vous n'avez pas la parole, Daouda. Vous pouvez continuer. D'accord. Je suis très content de vous retrouver, mais... Il y a certains qui ont arrêté de dénoncer les injustices, mais il est de notre devoir, nous, de continuer de les dénoncer. Très bien. Les faits ne changent pas, les hommes changent. Donc, on ne va pas vouloir aux hommes qui changent, mais il est de notre devoir, nous, de continuer. Donc, ce que je disais,
Si le président Laurent Gbagbo, on n'essayait pas de bafouer ses droits, peut-être qu'Élysée, ce soir, on n'aurait même pas ce débat-là. Peut-être qu'il serait assis chez lui à Mama, en train de veiller sur ses petits enfants. Et la question des monnaies, qu'est-ce qui a changé? Sur la monnaie, on a terminé. Quand vous prenez, Rapidement, oui, rapidement. Quand vous prenez le livre qu'il a écrit en 2010 où il était candidat, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le fait d'avoir une monnaie communautaire, c'est une très bonne chose. Parce qu'il n'envisage pas le fait que chaque pays de la zone UEMOA puisse créer sa propre monnaie. Donc, le fait qu'on ait, quel est l'acquis qu'on a avec le CFA? C'est qu'on a une monnaie communautaire. Maintenant, cette monnaie-là, il faut l'étendre à d'autres pays et puis y apporter des modifications. Donc, ce n'est pas, ne voyez pas le CFA comme colonie des Français d'Afrique. On dit le fait d'avoir une monnaie communautaire, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut étendre cela pour que le Nigeria, le Ghana, qui sont des puissances économiques, viennent renforcer le pouvoir de cette monnaie. Donc, le président Gbagbo n'a pas changé. Il est toujours pour une monnaie communautaire, mais une monnaie faite par les Africains, dirigée par les Africains. Merci beaucoup. Pour les Africains. Voilà, je ne sais pas, je pense que vous avez évoqué aussi... oh là là, on est vraiment hors temps. Oui, sur la CEDEAO. Mais entre la déclaration que vous citez, la déclaration que vous citez il y a 10 ans, et qu'est-ce qu'a fait le président? Parce qu'il condamne la CEDEAO. Il dit les faits pour lesquels il condamne la CEDEAO. Il dit qu'il y a des crises en Afrique de l'Ouest. La CEDEAO s'avère impuissante à résorber ces crises-là. Donc, elle ne sert plus à rien. Il faut réfléchir à notre organisation. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Fabrice Lago, connu sous le nom de Steve Biko. Merci d'être venu sur ce plateau. Vous êtes le secrétaire national technique en charge du marketing politique du PPACI. Merci. Ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Et il est ouvert à tout moment. N'hésitez pas à revenir, s'il vous plaît. On reviendra. Il faut que je revoie mon ami Daouda. Non, bien sûr, il faut qu'on se revoie. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Nous aurons à prendre langue avec quelques candidats, donc 2 candidats pour la gestion, la présidence de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. C'est tout nouveau. On aura à prendre langue avec M. Boko Kwao, candidat, et M. Maka Yape Gabin, également candidat sur ce plateau. On attend que M. Boko Kwao nous rejoigne. Mais avant, juste une information que nous aurons le temps de débattre en long et en large demain. Vous savez qu'aujourd'hui a eu lieu donc une réunion du Conseil national de sécurité. Justement, à cette réunion-là, le Conseil a entendu une communication du ministre en charge de l'enseignement supérieur sur la situation dans les cités universitaires. Donc, dans cette communication, le ministre a proposé diverses mesures, notamment la réhabilitation par étapes des anciennes universités, grandes écoles publiques et cités universitaires, ainsi que la réattribution, voilà, j'y suis arrivé, des chambres universitaires selon un processus d'admission et de réadmission qui devra prendre en compte les critères tels que les résultats académiques, l'âge et la vulnérabilité. Et justement, le cœur même de notre débat de demain, le ministre de l'Enseignement supérieur a également proposé la dissolution de toutes les associations syndicales estudiantines. Le Conseil national de sécurité a entériné ces propositions et à cet égard, le président de la République a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de prendre toutes les dispositions pour la mise en œuvre de ces mesures. On va bien justement débriefer sur ce sujet-là demain, donc dissolution de toutes les associations syndicales estudiantines de Côte d'Ivoire. Mais quand on dit cela, lorsque nous finissons de parler de ce point-ci qui sera débattu demain, on regarde un peu maintenant avec Herman et Élysée et Marius l'intérêt justement pour la Côte d'Ivoire d'avoir un ordre. On a l'ordre des médecins, des pharmaciens, des avocats, des chirurgiens dentistes. Et maintenant, on parle de l'ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Herman, quelle utilité? Moi, je pense que c'est très intéressant. Vous savez, jusque-là, la régulation se faisait par le gouvernement lui-même. Aujourd'hui, un ordre, c'est aujourd'hui mettre les infirmiers eux-mêmes face à leurs responsabilités. Vous savez bien que parmi eux, il y a quand même des infirmiers qui sont même des infirmiers d'État, qui sont véreux, qui font des pratiques. On a vu ici des infirmiers qui ont été condamnés pour vendre des produits, des patients et autres. Je pense bien que cet ordre-là des infirmiers va permettre à ce qu'eux-mêmes ils fassent la police, la police auprès de leurs administrés, auprès de leurs confrères, pour que ces gens de cas qui discréditent leur corporation puissent disparaître dans leur secteur d'activité. Très bien. Alors, Élysée Boloubeu, pour vous, l'intérêt de l'ordre? Oui, l'ordre, déjà, comme Herman l'a dit, mais je pense qu'au-delà, l'ordre a pour avantage d'organiser la corporation, de structurer la corporation et de permettre à la corporation d'être beaucoup plus audible
Et l'ordre permet à la corporation de pouvoir avoir un interlocuteur fixe vis-à-vis des pouvoirs décisionnels. Et l'ordre aussi a cette capacité, à cette fonction-là de structurer la corporation, de l'organiser, comme je l'ai dit, et donc de permettre aux membres de cette corporation-là d'avoir leurs conditions de vie s'améliorer. Alors, le second candidat que nous attendons ici, justement, est présent. Il s'agit de M. Boko Kwao, candidat également à la présidence de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Je rappelle que nous avons en face de lui un autre candidat, M. Maka Gabin Yape. Marius Komoé, intérêt de l'Ordre, nécessité? Alors, il faut dire tout simplement qu'un ordre dans le système de santé, comme on en connaît déjà, avec les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens, l'ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire vient à point nommé. C'est un combat mené par la corporation des infirmiers et des infirmières depuis des années, sous différents ministres qui n'avaient pas abouti. Et nous sommes heureux de savoir que sous le ministre Pierre Dimba, eh bien, l'ordre aujourd'hui est une effectivité au point que les candidats que nous accueillons sur ce plateau s'activent pour justement prendre la tête de cet organe important qui est en fait un organe de régulation, un organe de contrôle en vue de permettre une meilleure pratique, un meilleur exercice du métier d'infirmier et d'infirmière. Parce que dans le constat, nous nous sommes rendus compte qu'il y a trop de brebis galeuses qui n'honorent pas ce secteur important du système de santé. Eh bien, avec l'ordre, comme on en a connu avec les médecins et les pharmaciens, l'ordre des infirmiers et des infirmières viendra naturellement pour mettre de l'ordre dans un système de santé aussi important que celui que nous avons en Côte d'Ivoire. Et justement, à côté de vous, nous avons un candidat justement à la présidence de cet ordre-là, Monsieur Maka Yape Gabin. Vous êtes infirmier depuis quand? Depuis 11 ans. Depuis 11 ans. Pourquoi justement vous voulez présider ce nouvel ordre-là qui rentre en ligne de compte en Côte d'Ivoire? Merci à vous pour cette opportunité. Mon plaisir. Il faut dire que nous voulons présider la tête de l'ordre parce que c'est un organe très essentiel pour notre profession. Et d'ailleurs, c'est au regard de notre expérience. Je rappelle que ça fait 7 ans que je suis président de l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Et à la tête de cette organisation, j'ai par mon leadership, fait passer cette organisation naissante à une reconnaissance internationale au niveau du Conseil international des infirmiers, qui est la plus grande instance. Vous êtes inscrit là-bas? Nous sommes inscrits là-bas, sous mon leadership. C'est la seule organisation inscrite à ce Conseil international des infirmiers. Et au-delà, nous avons créé des opportunités de formation sur toute l'étendue du territoire pour permettre aux infirmiers ou infirmières d'avoir accès à des formations pointues, d'actualité, d'être actualisés dans leurs compétences et dans leurs connaissances. Alors, quand l'occasion de mettre en place l'ordre des infirmiers se présente, les infirmiers et infirmières me sollicitent et me disent « Président, c'est l'heure de prendre la tête de cet organe-là afin de poursuivre ce que vous avez déjà commencé à la tête de l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. » Et vous dirigez la team RAID, rigueur, engagement et dynamisme. Merci beaucoup. Monsieur Boko Kwao, également candidat à cet ordre-là, pourquoi? Je suis Boko Kwao, inspecteur de soins infirmiers. Depuis combien de temps? Inspecteur de soins infirmiers depuis 2 ans, mais je suis en fonction ou infirmier depuis 33 ans. 33 ans, très bien. Ans. Voilà, j'ai commencé à travailler en 90 en tant qu'infirmier diplômé d'État. J'ai fait ma spécialité 4 ans après pour être infirmier spécialiste surveillant d'unité de soins. Et à cause du blocage de profil de carrière, nous sommes restés à 22 ans dans cette spécialité. Et c'est par la lutte syndicale qui a permis d'avoir un déblocage du profil de carrière. Et ça nous permet maintenant d'accéder à l'emploi de cadre infirmier en tant qu'inspecteur de soins infirmiers. Et c'est à ce titre-là que nous nous présentons pour briguer le poste de président de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Et pourquoi justement, au-delà de ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y aurait d'autres motivations? La motivation, c'est l'expérience que nous voulons mettre donc au service de cet emploi que nous aimons, que nous avons servi. D'abord, en tant que leader donc, syndicaliste, j'ai créé
le syndicat national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire, le premier syndicat donc exclusivement réservé aux infirmiers, le SINICI. Par la suite, nous avons mené tous les combats et c'est ce syndicat lui-même qui a initié à partir de 2013 la rédaction des premiers tests de l'ordre national dont nous parlons maintenant. C'est le syndicat qui a financé les séminaires de rédaction des avant-projets de textes de l'ordre national et qui a poursuivi par des revendications, les sollicitations, les doléances auprès donc, du ministère de la Santé pour qu'en 2021, nous puissions travailler sur les tests avec le secrétariat général du gouvernement. Et en janvier 2022, le gouvernement a adopté le projet de test. En avril, le ministre donc, actuel, Pierre 2022. Demba, Pierre Demba, donc 2022, a porté ça devant les parlementaires. Maintenant, vous voulez dire en 24? En 2022. 2022 déjà, voilà. Très bien. Et la loi même a été adoptée par l'Assemblée nationale en avril, le Sénat en juin et le président de la République l'a promulguée en octobre 2022. La loi nous donne donc 2 ans pour organiser, faire en marcher donc la structure. Et c'est maintenant que le ministère donc, de la Santé organise les premières élections pour le premier bureau du Conseil national de l'Ordre national des infirmiers de Côte d'Ivoire. Très bien. Donc pour tout ce parcours, nous estimons que nous pouvons continuer donc de poser les pas et les fondements donc, de cette institution ordinale. Herman? Bon, moi j'ai une préoccupation. Pour les deux, hein? Oui, pour les deux, justement. Aujourd'hui, je vois que toutes les listes convoquent plus ou moins la qualité des soins et autres. Aujourd'hui, le véritable challenge, lorsque les patients vont dans un centre de santé ou bien un hôpital quelconque, c'est justement l'accueil, le contact avec les infirmiers, les agents de santé qui constituent aujourd'hui, il y a beaucoup de procès qui sont faits contre vos confrères et vous-même certainement. Qu'est-ce que chacun de vous attend apporter concrètement pour régler cette situation-là qui, finalement, qui met le patient dans un état de stress et souvent, parce qu'ils n'ont pas les moyens et autres, il y a ce refoulement. Nous tous, on vit cela lorsqu'on va dans un centre de santé. Comment est-ce que vous comptez régler cela? Le candidat a beaucoup réagi, ensuite le candidat Effectivement, l'accueil fait partie donc, des grandes préoccupations ou des récriminations donc, à l'endroit de tous les personnels de santé, de façon globale, et en particulier donc, les personnels infirmiers. Et c'est normal donc, de mettre l'accent dessus. La loi donc, de l'Ordre national des infirmiers, dans les attributions, demande donc de mettre l'accent sur la qualité des soins et sur donc, la satisfaction des clients. Et la liste que les usagers. Des usagers, appelés maintenant clients parce que donc, ils participent à beaucoup de choses. Et la liste mère entend justement, d'abord, dans un premier sens, sensibiliser tous les infirmiers au respect non seulement donc, des tests de déontologie et de l'éthique, parce que l'éthique donc, retrace toutes les valeurs d'exercice de la profession infirmière. Et donc, en mettant l'accent sur toutes ces valeurs et les formant à observer ces valeurs, bien entendu, ça va aider à améliorer l'accueil des patients dans tous les établissements sanitaires publics et privés. Candidat Maka? Nous, on dit que nous n'avons pas attendu être à la tête de l'ordre pour commencer à prendre ce problème au sérieux. D'ailleurs, pas plus tard que 2 semaines, nous avons parcouru la Côte d'Ivoire. Quand les questions d'accueil et autres, nous sommes allés à Bouaké, à Korogo, à Man, à Daloa. Nous avons formé plus de 200 infirmiers sur l'humanisation des soins, sur la qualité des soins, grâce à un projet dans lequel nous sommes par rapport à l'association. Ça veut dire que c'est un travail que nous faisons déjà depuis 7 ans. Nous avons compris que sur le terrain, il y a des difficultés. Et nous sommes formés à offrir des soins humanisés, mettre le patient, la personne, au cœur de nos soins. Vous voyez. Donc déjà, c'est quelque chose que nous faisons. Maintenant, à la tête de l'ordre, si vous avez vu nos engagements que nous avons pris, nous avons dit que premièrement, nous allons œuvrer à disséminer le code de déontologie sur toute l'étendue du territoire. Faire en sorte que tous les infirmiers s'approprient, parce qu'à l'intérieur de ce code-là, ils doivent comprendre ce qu'ils doivent faire
leurs droits, mais leurs devoirs à l'endroit des clients ou des populations qui ont droit aux soins de qualité et aux soins humanisés. Voilà. Et bien sûr, le renforcement des compétences ou des capacités, ça va se poursuivre avec la sensibilisation du personnel infirmier, parce que c'est important. L'infirmier est la cheville ouvrière du système de santé. Très bien. Il est essentiel, il est à l'accueil, il est au départ. Et c'est important qu'il sache humaniser les soins qu'il prodigue aux populations. Élisée, question? D'accord. Moi, je voudrais juste revenir sur, je vais dire, le leitmotiv de chacun de vous. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, vous voulez des soins humanisants. Lui, il parle en tout cas de mettre l'accent aussi sur l'accueil et autres, tout ça. Mais en réalité, vous mettez votre mandat, vous, sous quel sceau? Commençons par la team Sous quel Red sceau? et ensuite... Et je l'ai dit déjà, notre mandat, c'est d'abord, comme le dit la Team Red, c'est la rigueur, l'engagement et le dynamisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, nous voulons faire en sorte que, lorsque nous sommes à la tête de l'organisation, les infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire puissent devenir des modèles de soins, des modèles, des personnes qui expriment des soins de qualité. Ça, c'est un. Et de deux, faire en sorte que dans l'offre de soins sur le territoire national, qu'il y ait moins d'infirmiers qui soient interpellés par des actes qui délictueux. Voilà, délictueux, qui met à mal notre profession. Très bien. Voilà, c'est pourquoi nous prévoyons mettre en place une unité de contrôle au niveau national pour suivre et pour veiller à ce que, pour vérifier si effectivement ceux qui pratiquent des soins sont effectivement des infirmiers. Est-ce qu'ils ont les compétences à jour? Est-ce qu'ils sont à niveau? Est-ce que... C'est parfait. Voilà. Très bien. Écoutons maintenant le candidat Maka. Boko. Du moins Boko. Le Voilà. candidat Boko. Oui, allez-y. Nous mettons notre mandat sous la qualité des soins, mais surtout sur donc, le rayonnement des valeurs de la profession infirmière. Les valeurs de la profession infirmière qui sont contenues dans le code de déontologie. Parce que tout ce qu'on va faire, c'est appliquer le code de déontologie. C'est pour cela que nous prévoyons même que tous nos collègues infirmiers qui vont sortir de l'INFAS prêtent serment devant le Conseil national de l'ordre, s'engagent à respecter le code de déontologie qui contient toutes les valeurs donc d'exercice de la profession, mais aussi qui contient les obligations et les devoirs de l'infirmier vis-à-vis des clients, des patients, vis-à-vis de leurs collègues professionnels et vis-à-vis donc des autres professionnels de la santé, la collaboration avec eux. Et en mettant donc l'accent sur donc, ces valeurs, ça va sensibiliser les infirmiers à donc, exercer leur profession dans les conditions prescrites par le code de déontologie. Donc nous mettons notre mandat sous le sceau de la rigueur, mais surtout sous le taux donc, du rayonnement donc, des valeurs de l'exercice donc, de la profession infirmière. Marius? Alors, nous savons tous, en tant qu'observateurs du système de santé en Côte d'Ivoire, qu'un certain nombre d'attitudes, de comportements indésirables minent votre secteur d'activité et qui relèvent essentiellement de la malhonnêteté de certains de vos collègues, qui relèvent également de l'incompétence de d'autres, mais surtout du mauvais comportement relationnel avec justement les clients et puis du faible rendement et de l'indiscipline parce qu'il y en a qui viennent au travail et puis ils font 1 heure, ils se retrouvent ailleurs. Mais il y a également la question de la démotivation. Très bien. Qui ronge justement votre corporation avec des agents totalement, pour certains, permettez-moi l'expression, inconscients des responsabilités qui sont les leurs. Les candidats vont répondre. Alors, comment comptez-vous, vous, en tant que candidat à la tête de l'ordre, qui a eu du bureau de l'ordre national, comment comptez-vous juguler une telle situation? Commençons par le candidat Boko. Il faut dire que ce sont ces arguments que M. le ministre a utilisés dans son plaidoyer devant donc, le Parlement pour faire passer la loi. Parce que ce sont les défis qui se présentent donc à la profession infirmière et qui fera l'objet donc de l'ordre qu'on va mettre. L'ordre qu'on va mettre donc au sein donc de cette corporation consistera justement à veiller
à ce qu'il n'y ait pas donc les comportements délitueux, à ce qu'il n'y ait pas donc les comportements, les aléas comportementaux des professionnels de santé. Et cela donc va se faire par le contrôle régulier. L'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire ne s'arrête pas au niveau donc du Conseil national. Il y aura donc des conseils régionaux et il y aura des conseils départementaux. Justement, la liste mère donc compte installer donc les conseils régionaux et départementaux dans la première année d'exercice, de sorte que ceux-là assurent le contrôle régulier. Vous savez, en Côte d'Ivoire, ce qui nous tue tous dans tous les domaines, c'est l'absence de contrôle, l'absence de surveillance, l'absence donc de coercition. Donc quand il y aura un contrôle régulier de par le conseil départemental, vous allez voir que les comportements vont changer et la formation aidant, donc nous allons arriver à changer le comportement des professionnels infirmiers et parvenir à un infirmier nouveau, un infirmier donc qui travaille avec une bonne conscience professionnelle sans qu'on lui mette donc du feu derrière. Écoutons la réaction justement du candidat Maka. Oui, moi je voudrais déjà rendre hommage aux infirmiers et infirmières du Côte d'Ivoire qui exercent dans des zones parfois très difficiles, qui exercent sur le territoire national. Il faut reconnaître que les infirmiers sont très importants. Ils font beaucoup de choses. Et comme dans toute profession, il y a des brebis galeuses qui parfois posent des actes qui mettent en mal toute la profession. C'est pourquoi nous, comme je l'ai dit déjà, nous allons veiller à contrôler l'exercice sur le territoire national. Je vous ai parlé tout à l'heure de notre unité de contrôle que nous allons mettre en place. Mais n'oublions pas que les infirmiers ont besoin de reconnaissance. Ça, je vous le dis. Ils ont besoin de reconnaissance parce que moi, je vous parle, j'ai exercé dans un tout petit village où c'était très compliqué. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, mais on faisait l'effort pour pouvoir offrir des soins de qualité aux populations dans ces zones-là. Très bien. Et aujourd'hui, nous allons œuvrer à faire en sorte que ces infirmiers qui posent des actes, qui mettent en mal la profession, faire en sorte qu'on puisse les identifier. Mais en tant que pédagogue, parce que je suis pédagogue, nous allons travailler à former sur le territoire national les infirmiers. Parce qu'il faut les former, il faut les mettre dans les dispositions pour qu'on puisse pouvoir mieux les contrôler et pouvoir prendre des dispositions. Merci. Alors, justement, l'élection aura lieu quand, messieurs? 26 octobre. Le 26 octobre. Le 26 octobre. C'est le ministère de la Santé qui organise. C'est la loi qui l'a indiqué ainsi. Et c'est le comité électoral donc, du cabinet du ministère de la Santé qui a fixé la date donc, du samedi 26 octobre. Les élections vont se dérouler sur l'ensemble du territoire. Dans les départements, il y aura donc des bureaux de vote dans les départements. À Abidjan spécifiquement, donc, il y aura une disposition particulière donc, qui sera prise. Et en cela, donc, il y a une réunion demain au cabinet pour nous donner tous les détails donc, du déroulement du processus donc, électoral le samedi 26 octobre. En tout cas, merci à M. Dimba d'avoir réussi justement à mettre en place l'ordre. C'est sur les 5 ordres du secteur de santé, c'est l'ordre des infirmiers et infirmières qui porte la marque spécifique donc, du ministre Pierre Dimba. Nous voudrions donc le remercier pour l'attention qu'il a accordée aux soldats de la santé que sont les infirmiers. Candidat, s'il vous plaît, est-ce qu'on ira peut-être vers un consensus pour avoir une seule liste pour cette élection? Dernière question. Rapidement, oui ou non? Candidat Boko, est-ce que vous allez vous avoir en réunion et dire, bon, on sort une seule liste et puis, bon, on aurait pu le faire dès le début et la liste donc, que je porte, la liste maturité, espérance et rigueur, sort donc d'un consensus de 6 organisations donc, professionnelles infirmières qui se sont mis ensemble après avoir lancé justement l'idée de consensus à tout le monde. Il n'y a que 6 qui ont accepté donc, de se mettre ensemble pour gérer ou gouverner donc, les premiers pas de l'institution ordinale. Consensus avec vous, et on termine. Notre main reste tendue. Très bien. Notre main reste tendue. Nous sommes ouverts à tout le monde jusqu'au dernier jour de l'élection. Nous pouvons toujours faire du consensus pour que les infirmiers et infirmières aient un ordre réel, un ordre qui va militer pour la qualité des soins en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous avoir. Le candidat Boko Kwao qui gère la liste Maturité, Espérance et Rigueur et le candidat Maka Gabenyape, la team RAID, Rigueur, Engagement, Dynamisme. Merci et bonne chance à vous.
Merci beaucoup. Messieurs, Herman, Élisée, Marius, Christelle, merci beaucoup. On se retrouvera demain. Portez-vous bien, les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir. Merci.